Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre magazine. Ça fait débat, c'est grand magazine politique sur Télé 50, votre chaîne. Alors, au sommaire, c'est beaucoup de sujets qui font la une en RDC, en Afrique et dans le monde. Le président Jacob Zuma, président de la République sud-africaine, qui séjourne ici à Kinshasa. Une visite de travail, bien sûr, avec son homologue Joseph Kabila. On aura le temps d'en parler. Et puis, en politique, on va aller du côté de la CENI, où toujours la population congolaise, la classe politique, est en attente de ces calendriers réaménagés, après tout ce qu'il y a eu comme point de vue. Et du côté de la majorité, l'opposition et la société civile. Et puis, un autre son de cloche qui nous intéresse. En RDC, 86% des fonctionnaires de l'État seraient tous éligibles à la retraite. Déclaration du nouveau ministre de la fonction publique, Pascal Issumbicho. Il précise ceci, que ce secteur souffre encore de plusieurs maux. La non-maîtrise des effectifs, l'existence de fictifs, les faibles salaires, les détournements de fonds et même la corruption. Alors ça fait débat. Ne nous quittez pas. On en parle avec Jean-Hervé Mbelou-Biocha, il est cadre de la MP. Première participation, ça fait débat. Merci d'être venu. Merci. Merci Jean-Hervé. Face à vous, il est de l'opposition, honorable Jolino Makelele. Il est porte-parole de l'UNC, parti de l'opposition. Bienvenue Jolino Makelele. Merci pour l'invitation. À vos côtés, Norbert Yamba, acteur politique, proche de l'UDPS. Ça vous va comme ça? Oui, ça va. En tout cas, merci d'être venu, Norbert Yamba. Alors, un mot rapidement sur cette visite. C'est pas brusque, c'est connu. Des accords du côté économie, coopération de l'armée. On a les grands INGA. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que nous, comme République démocratique du Congo, on gagne en signant tous ces accords avec la République sud-africaine? Je commence avec vous qui êtes de la majorité, M. Jean-Hervé Mbelou-Biocha, cadre de l'AMP. Merci pour l'émission à laquelle je veux participer ce soir. Et je voudrais également profiter de votre micro pour saluer tous les auditeurs de votre grande chaîne. Merci. À propos de la question que vous venez de me poser, j'estime que les domaines de l'énergie, le Congo a une vocation de puissance. Avec tous les atouts énergétiques que le Congo regorge, il est tout à fait normal que le président de la République et les institutions de la République puissent chercher les voies et moyens pour développer ce secteur qui est un secteur porteur, un secteur générateur de recettes pour notre pays. Donc vous êtes sans ignorer que la République sud-africaine est confrontée à un problème de déficit énergétique qui n'arrive pas donc la République sud-africaine, disais-je, n'arrive pas à répondre aux besoins de la population sud-africaine en termes de consommation de l'énergie. Le Congo, en tant que puissance énergétique, c'est tout à fait normal que les institutions de la République puissent, dans le cadre de la coopération bilatérale, travailler avec la République sœur d'Afrique du Sud en vue de développer ce secteur. Et ce secteur pourra permettre à ce que le Congo puisse développer l'ensemble des atouts qu'il a dans ce secteur. Dans ce secteur. Norbert Yamba, vous comme acteur politique, vous suivez vraiment tout ce qui se passe ici au pays. Est-ce que ce sont des ambitions démesurées pour la RDC avec ces projets Grand Inga? Merci d'abord pour l'opportunité que vous m'offrez. Je voudrais simplement dire juste un mot par rapport à ce que disait Monsieur Jean-Hervé. Monsieur Jean-Hervé, que le Congo n'est pas une puissance énergétique. Le Congo a la vocation d'être une puissance énergétique. Il est potentiellement une puissance énergétique. Et donc, il est tout à fait normal que le Congo, au regard de ses potentialités qui sont disponibles aujourd'hui, de chercher des partenaires avec qui il peut travailler dans la perspective de pouvoir donner de l'électricité et qui, du reste, devra jouer le rôle d'amplificateur sur l'ensemble des différents secteurs de la vie nationale. Et donc, aller dans la direction de l'Afrique du Sud qui
qui est parmi, n'est-ce pas, les gens disposés véritablement à coopérer avec le Congo. Il en est de même des grandes puissances. Hein. Donc, sur cette question, moi, je pense qu'il faut encourager. Il faut encourager. Il faut également reconnaître que, bon, l'Afrique du Sud, bien que cherchant à négocier avec le Congo, mais sur le plan de possibilités énergétiques, l'Afrique du Sud est loin plus que nous. Hein, c'est très important. Et donc, l'Afrique du Sud qui est devenue... C'est l'Afrique du Sud qui est en train de demander à cette potentialité. Il y a des potentialités. Il faut faire la couverture géographique de son pays. Il y a également un besoin de pouvoir aller dans la direction d'une révolution technologique et industrielle dont on a besoin de l'électricité supplémentaire pour arriver véritablement à booster les différents secteurs de la vie nationale. Je voudrais également dire que, bon, aujourd'hui, on a besoin naturellement de coopérer avec des pays comme l'Afrique du Sud, qui du reste constitue la locomotive en Afrique australe. Vous savez qu'aujourd'hui, dans la répartition géographique africaine, il y a 5 locomotives. Il y a l'Afrique australe, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Nord, c'est l'Égypte. Et l'Afrique orientale, c'est l'Éthiopie. Et l'Afrique l'Afrique de l'Ouest, c'est le Nigeria. L'Afrique centrale, c'est le Congo, qui est potentiellement reconnu comme la locomotive. Malheureusement, le Congo n'a que 40 milliards de dollars de produits intérieurs bruts contre 390 milliards pour l'Afrique du Sud, contre 510 milliards pour véritablement contre le Nigeria. Et donc, s'il existe une locomotive qui est à genoux, c'est véritablement le Congo. On a intérêt véritablement de discuter avec tous ces pays africains qui ont la vocation de développer leur pays, de nous aider aussi à acquérir un certain nombre de dispositifs, non seulement industriels, mais aussi leur expérience de gérer les affaires de l'État en vue véritablement de booster la situation. Coopération RDC à RSA, je lui nomme Akelele. Vous êtes porte-parole de l'UNC, député provincial. Quelle lecture vous faites? D'abord, je n'ai pas eu la chance, moi, de pénétrer dans les têtes du président Kabila, ni dans celle du président Zuma pour connaître l'objet de leur rencontre. Mais je veux m'essayer dans les supputations en me disant que ça pourrait... leur conversation pourrait porter sur la coopération régionale, la coopération sud-sud, comme on le dit souvent, comme ça peut porter aussi sur le problème de la sécurité régionale, avec tout ce qu'on a comme conflit au niveau régional. Et ça pourrait aussi, je voudrais l'espérer, porter sur les conseils que Zuma pourrait donner à Kabila sur le respect des mandats politique, c'est-à-dire faire en sorte... Comme opposant, ça vous n'alliez pas chuter sans cela. C'est-à-dire que ce sont les évidences chez eux. Maintenant. Mais non, moi je me dis, vous savez ce qu'il y a dans leur tête, moi je ne le sais pas. Alors je commence à supputer, je commence à me dire, comme ils sont des bons amis, les bons amis se font de bons conseils en principe. Et donc je voudrais espérer que la première des choses, c'est que le président Zuma puisse dire au président Kabila, voilà, pour la paix de votre pays et de la région, vous ferez mieux de respecter la Constitution comme nous le faisons chez nous. Pour ce qui est de la coopération régionale, on a épinglé les aspects notamment énergétiques. Et je suis d'avis qu'effectivement, les potentialités regorgées par le Congo, la RDC, sont d'une immensité qui fait rêver tout le monde. Et donc, l'Afrique du Sud, de longue date, avait déjà commencé à lorgner du côté de la République démocratique du Congo pour qu'elle soit pourvue en électricité, surtout de l'énergie propre, l'électricité. Et donc là, j'ai appris aussi qu'il y aurait eu des contrats qui ont été signés entre les deux parties. Et tout cela, je voudrais espérer que le Parlement sera valablement saisi pour en connaître les dessous et se prononcer éventuellement en parfaite connaissance de cause, et de manière telle qu'on puisse, comment dire, élaguer toute velléité d'arrière-pensée en rapport avec ce dossier. Mais quand le chef de l'État nomme un chargé de mission qui a rang de ministre pour le projet Grand Inga, c'est la volonté vraiment de résoudre ces problèmes énergétiques et en RDC et pour la région? Oui, la volonté, mon cher ami, je crois qu'il y a aussi un conseiller spécial en charge de lutte contre la corruption et bonne gouvernance. Si vous voyez de quoi je veux parler, c'est-à-dire qu'on nomme quelqu'un, une éminente personnalité, mais quant à son boulot, vous voyez comment il est comment dire, contrecarré par-ci par-là. Alors moi, pour tout ce qui touche aux nominations et tout ça, c'est pas vraiment le plus important. Le plus important, c'est la volonté. Et cette volonté se matérialise. Moi, tant que je vois rien de concret, donc je me dis, c'est une volonté.
C'est comme si on disait l'année 2010, année du social. Ouais, voilà, on l'a dit. C'est une volonté, mais personne n'a vu passer les chômages au niveau de la baisse, ni les emplois augmenter. Tout ça, c'est des histoires. Donc, en résumé, je dis que je voudrais espérer que cette coopération sera fructueuse pour les deux pays, même si je ne connais pas l'objet de leur rencontre. D'accord. Un mot, je voudrais dire tout de suite que bien que le Congo a des potentialités d'être une puissance, le Congo, vous le savez très bien, fournit déjà l'électricité au-delà du territoire national. S'entend que tel que sur un certain nombre de choses, sur un certain nombre de plans, le Congo est une puissance énergétique parce que notre courant fait vivre des États entiers. Et aujourd'hui, la coopération qu'a commencé notre pays avec l'Afrique du Sud inaugure une nouvelle ère, une ère du développement pour nos deux États et pour l'Afrique australe en général. Donc j'aimerais dire que ce n'est pas l'occasion de faire l'amalgame sur la visite du président Zuma, comme quoi il serait venu pour dire à son homologue des conseils par rapport... Non, ce sont des amalgames. Vous avez posé une question sur les problèmes énergétiques. Donc nous avons affaire à une classe politique habituée à l'amalgame. Et c'est tout à fait normal qu'on puisse faire l'amalgame à chaque fois qu'il y a une visite d'État, d'un chef d'État dans notre pays. Monsieur Zuma n'est pas à sa première visite. De quel droit on peut estimer que cette énième visite peut être l'occasion pour lui de venir dire à son homologue les choses que lui-même connaît. Le respect de la Constitution a toujours été le leitmotiv du président de la République. Le chef de l'État, dans tous ses discours, que ce soit lors des congrès, que ce soit lors de points de presse, lors de ses rencontres politiques, il n'a jamais dit que la Constitution ne sera pas respectée. Donc il n'y a que dans l'opposition où les gens font l'amalgame, une visite d'État sur une question bien précise, on préfère mêler les choses. Donc nous ne sommes pas de ces gens-là. Ça nous pousse alors directement d'entrer en politique pour parler de la CENI. Un mot d'abord là-dessus, Norbert? Je voudrais simplement dire que c'est vrai, le Congo est une puissance potentielle énergétique, mais le Congo, jusqu'à preuve du contraire, ne dessert... Le Congo a des difficultés, effectivement, mais le Congo est une puissance dans ce domaine. Excusez, ne dessert que 9% seulement de sa population. Et si il y a des contrats avec l'extérieur, ces contrats n'ont pas véritablement une répercussion. Il suffit simplement de voir le budget de la République et vous allez vous en rendre compte. Donc, et ces contrats ne rapportent pas grand-chose. Ne rapportent pas grand-chose, encore que la vocation, quand on met en place un investissement, ce n'est pas d'aller servir ailleurs, c'est d'abord servir véritablement les bénéficiaires potentiels qui sont des Congolais. Il me semble qu'aujourd'hui, on n'est pas au-delà de 9% et il y a certains critiques qui vous disent que ce sont des chiffres, des statistiques et qui du reste ne correspondent pas à la réalité compte tenu de la demande, c'est pas amplifiée véritablement de cette question d'énergie. Autre chose, je voudrais insister sur un fait, c'est que lorsque les politiques se retrouvent sur des questions questionnantes de la République, sur des questions qui intéressent la nation, il faut déconjectionner les émotions, il faut dégonfler les tensions pour qu'en intellectuel, nous puissions, que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, montrer quel est le sens des directions que pouvons-nous faire. Il n'est pas question que chaque fois que l'opposition se raconte avec la majorité, qu'on assiste véritablement à un spectacle d'une contradiction parfois non contradictoire sur des questions évidentes. C'est là véritablement mon conseil. J'aurais souhaité véritablement que ce débat soit un débat impersonnel, un débat non émotionnel, mais un débat qui nous permette de clarifier les choses et nous permette d'avancer. Nous y sommes d'ailleurs. Joli nom. Oui, juste ajouter une chose. Pour que les téléspectateurs comprennent bien, j'ai commencé par dire que moi, je n'ai pas eu la chance d'entrer dans les têtes des chefs d'État concernés. Donc, je ne peux pas savoir de quoi ils ont parlé ou de quoi ils n'auraient pas voulu parler. S'il y a des esprits éminents qui ont pu en pénétrer dans leur tête,
je leur dis bonne chance à eux qui ont... C'était en direct même à Télé non, 50. c'est-à-dire que moi j'ai pas... Vous m'avez parlé de cette visite. Moi, j'ai pas eu un communiqué me disant ils vont parler de ça, ça. D'accord. Je n'ai pas entendu ça. C'est la raison pour laquelle je m'avance dans les hypothèses. Vous avez avancé une hypothèse sur la coopération en matière énergétique. Moi, j'en ai soufflé une autre. La mienne n'est pas moins valable forcément que la vôtre. Et donc, ça ne méritait pas des incantations particulières. Pour ce qui est de l'allusion au respect de la Constitution, mon Dieu, il y a une technique tout à fait spéciale, c'est-à-dire, je respecte, je ne touche pas à la Constitution, mais je ne donne pas l'argent pour qu'on organise les élections. Les résultats est les mêmes, c'est-à-dire, pas d'élection. Les élections, d'ailleurs, qu'on en parlait tout à l'heure, CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui jusque-là n'a pas encore un président. Est-ce l'absence, le manque d'un président à la tête de la CENI est un blocage? Comment et pourquoi? Et la classe politique toujours en attente de ces calendriers réaménagés. Qu'est-ce qui pose problème? J'aimerais être franc, que vous soyez d'ailleurs franc avec la population qui nous suit. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce l'absence du président est un blocage? Bon, vous savez très bien que la CENI est une structure qui regroupe plusieurs tendances. Monsieur l'abbé Malou Malou, à qui nous souhaitons prompt rétablissement, provient de la société civile et plus particulièrement des confessions religieuses. Le vice-président vient du PPRD, donc c'est un politique, ainsi de suite. Alors, lorsque la société civile est absente à la tête de la CENI, vous savez, nous savons très bien comment fonctionne la classe politique congolaise. Si nous sommes arrivés à mettre en place une structure en dehors de l'État appelée CENI, c'est parce qu'entre nous, il y a déficit de confiance. Voilà. Normalement, les élections sont organisées par le gouvernement. Mais lorsque le président de la CENI, qui est de la société civile, qui jouit des présomptions de neutralité, déjà du fait qu'il vient de la société civile, est absent, est-ce que vous pouvez comprendre que surtout nos amis de l'opposition puissent permettre qu'un président, un vice-président qui est du PPRD, qui est du pouvoir, puisse organiser les élections? Ça, c'est déjà, nous connaissons comment fonctionne notre opposition. Même quand il n'y a rien, ils ont toujours des choses. Mais surtout qu'il n'y a pas manque de compétences pour remplacer les présidents à l'abbé Malou Malou. Monsieur l'abbé Malou Malou n'est pas n'importe qui. Au-delà du statut de prélat, c'est d'abord un docteur en sciences politiques. C'est l'un des ressources techniques que nous avons dans le domaine de l'organisation des élections. Cette technicité a été sollicitée même par des pays tiers. Donc, il n'est pas facile de remplacer un homme de cette trempe. J'aimerais bien que nos amis de l'opposition nous disent comment nous allons arriver à remplacer M. Abbé Malou Malou sans tenir compte d'un certain nombre de critères. Donc, la situation d'aujourd'hui est que la société civile puisse arriver à se mettre d'accord sur un candidat répondant à un certain nombre de critères. Cela me paraît important en vue de garantir non seulement la neutralité des élections, mais aussi être à mesure de la tâche, être à la hauteur de la tâche qui l'attend. Donc, j'aimerais également signaler que je constate qu'autour de cette table, je suis seul de la majorité. Vous avez invité 2 de l'opposition. Donc, il faudrait de temps en temps que vous soyez juste dans le partage de paroles, parce que c'est vraiment le temps est bien équilibré. À 2 personnes représentant l'opposition. Ça, d'accord. Norbert, techniquement, est-ce que pour engager la CENI actuellement, il faut seulement les présidents? Et est-ce le fait de jeter à la balle du choix du nouveau président de la CENI à la société civile, à laquelle, je précise, vous appartenez hier, risque de retarder le processus électoral? C'est une question qu'on nous pose. Merci beaucoup, Mathieu. Je voudrais apaiser mon frère pour dire que
chacun est invité ici selon ses qualités et selon son statut. C'est qu'il doit apporter selon ses tendances également. Ses tendances. Exact. Il me semble que mon ami Jolino, il fait partie de la dynamique de l'opposition, donc moi je ne fais pas partie. C'est très Vous êtes important. proche de l'UDPS. Oui, l'UDPS ne fait pas Voilà. partie de la dynamique. Il peut y avoir nuance au niveau de l'approche. Mais Donc, vous êtes de l'opposition, il monsieur. peut y avoir aussi des convergences d'intérêts avec vous parce que nous Bien discutons sûr, avec ça, vous. bien sûr, bien Donc sûr. il faut éviter de pouvoir poser des problématiques non problématisantes. Parce qu'il n'y a pas un code génétique d'une analyse qui est sortie pour démontrer que l'opposition joue le jeu des robots et à chaque fois, il n'a que des positions connues d'avance. Non, non, vous n'avez pas fait cette analyse de code génétique pour comprendre que nous avons des attitudes compatibles à cette incohérence. Je voudrais également dire que il faut être humble. Abbé Malou Malou n'a pas été recruté parce qu'il était docteur en sciences politiques. Encore que moi, j'ai vu sa thèse, il n'y a rien des élections là-dedans. Non, écoutez, la mystification du fétichisme du diplôme dans nos pays... Il n'y a pas une école Non, c'est très électorale. grave, c'est très grave, c'est très grave. Il faut éviter ça parce qu'il y a combien de docteurs on a confié des responsabilités dont les résultats sont catastrophiques. Encore que je voudrais qu'il fasse une petite évaluation par rapport à la performance de l'abbé Malou Malou pour comprendre qu'il n'y a pas d'expérience à exporter. Et l'exportation de cette expérience a donné des résultats au Togo. Il faut arrêter véritablement ce genre de conclusions non concluantes. Je voudrais, par rapport à la C'est question... son point de vue, vous allez réagir. par rapport... Je À ma suis question. prêt, je suis prêt. On y va. Ma question. La question que vous posez par rapport... La CENI sans un président, est-ce un blocage? Bon, la CENI sans un président, est-ce un blocage? Moi, je dis non. Ce n'est pas un blocage, c'est pas un blocage. Mais écoutez, il faut savoir la notion d'équité. Parce que les gens sont représentés, les différentes corporations, les différents groupes sont représentés en fonction de leur tendance politique. Et on sait que sur base de cette discussion, on peut avoir des résultats équilibrés. Et aujourd'hui, il n'y a pas de président. Et je pense qu'il y a moyen aussi, la société civile n'a pas disparu, et qu'on fasse un effort pour avoir quelqu'un de la société civile que je considère pas seulement des confessions religieuses, parce que 2006, 2011, ce sont les confessions religieuses qui ont dû diriger. Ils n'ont pas donné l'essence d'une performance spécialisée, encore que c'est une étiquette. Sauf que je vous pose cette question. D'ailleurs, c'est ce qui fait débat. Est-ce que c'est seulement cette place, président de la CENI doit revenir aux confessions religieuses? Pourquoi? Non, je voudrais simplement dire que le retard observé dans la dynamique des élections dans notre pays, c'est un retard qui, Abbé Malou Malou, il n'y a pas une semaine, il a démissionné. Et donc, c'est un retard dit à un certain nombre de comportements, etc., qui, visiblement, le départ de Malou Malou rentre véritablement dans ces logiciels. Il faut qu'on soit sérieux. Nous sommes une génération qui doit démontrer que nous ne sommes pas des coquilles vides. Tout à l'heure, le co-débatteur parlait des études de l'abbé Malou Malou. Il faut que ces études servent à quelque chose. Il faut qu'on sente une plus-value, une valeur ajoutée. Mais si les études doivent servir simplement des catalogues, des étiquettes qui en réalité n'ont aucune capacité intrinsèque de faire bouger la République, moi j'ai dit mais on va devoir passer du temps, encore que les gens sont moulés à un système qui du reste n'est pas compatible à nos réalités. Donc la question et la problématique par rapport au retard des élections, c'est il faut mettre de côté la question du président, encore qu'il faut avoir un président pour construire l'équilibre, mais il y a des actes qui ont été posés et qui ont démontré jusqu'à preuve du contraire que les élections ne sont pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de financement. Vous savez ce que cela représente. Aujourd'hui, sur le plan technique, lorsque vous regardez le minimum de temps qui reste, aujourd'hui, d'ici septembre, devront être organisées les élections présidentielles sur le plan constitutionnel, c'est 12 mois. Et lorsque vous regardez le volume d'actions, d'opérations qui doivent être réalisées tout dans les 12 mois, et lorsque vous regardez le volume d'élections qui sont prises, vous savez, ça pose un problème. Ça veut dire très concrètement... J'aimerais vous poser cette question, mais je vais aller d'abord du côté de l'UNC. Pourquoi charger les gouvernements dans ces cas? Pourquoi vous ne pouvez pas presser la société civile à qui on a donné ces rôles? Vite, en 5 jours, on peut se choisir un candidat. Qu'est-ce qui bloque l'UNC? Il n'y a pas de blocage de notre part. D'ailleurs, nous ne serions pas en mesure de faire des blocages. Ce que je peux dire à ce sujet, c'est que il faut d'abord faire application de la loi. Et la loi, en l'occurrence, c'est la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, qui stipule en
en son article 5, que le remplacement doit se faire selon les modes de désignation qui a eu lieu auparavant. Ah voilà. Et la même loi précise qu'il faut des personnes qui ont une crédibilité avérée, des personnalités indépendantes, des personnalités qui ont une autorité morale et une probité et une honnêteté avérée. Vous en connaissez quelques-uns? N'hésitez pas de les citer. Vous en connaissez quelques-uns? La société civile? Je ne les connais pas beaucoup. Mais parce qu'ils sont trop nombreux, je ne saurais pas choisir plus exactement. Si les gens étaient sérieux, je serais le candidat potentiellement reconnu. Par ailleurs, vous n'êtes pas de la société civile? Au sein de la société civile, devrait l'être aujourd'hui. Au sein de la société civile, il y a évidemment trois composantes qui sont concernées par les dispositions légales en matière. Il y a les confessions religieuses, il y a les organisations féminines de défense des droits de la femme, ainsi que les organisations chargées de l'éducation civique et électorale. Ça, c'est la Constitution qui le dit? Ça, c'est la loi qui le dit. La loi, ah ouais. La loi portant fonctionnement et organisation de la CENI. De la CENI. Ceci étant dit, nous sommes dans une posture politique. Il ne faut pas se leurrer. Chacun a compris que Malou Malou n'avait d'indépendance que ses origines, c'est-à-dire la confession et les confessions religieuses. Mais en réalité, chacun sait qu'il a été conseiller à la présidence de la République, chacun sait qu'il a des accointances avec la majorité présidentielle, ce qui n'enlève rien à ses aptitudes en matière électorale. Mais ça dépend comment on sert son intelligence. On se sert de son intelligence. Et ceci étant dit, maintenant qu'il est parti, il appartient à la société civile, naturellement, de faire le nécessaire pour proposer. Proposer, c'est-à-dire, comme on l'a dit, en veillant à ce que le mécanisme de remplacement soit conforme, selon le principe du parallélisme de forme, au mécanisme de désignation. Donc, en bonne logique, ce sont les confessions religieuses qui devraient faire proposer un candidat. Mais nous sommes dans une situation telle que, aujourd'hui, les intelligences en matière électorale sont de plus en plus rares. Et moi, je ne m'interdirais pas de dire que si dans la société civile, au sein de la société civile, on devait trouver des personnalités incontestables, crédibles, qui font autorité en matière électorale, qu'on puisse éventuellement recourir à elles, à ces personnalités-là. Mais moi, ce que je crains surtout, c'est l'approche de la majorité. On apprend par-ci, par-là, je voudrais espérer que c'est encore une rumeur, que le vice-président serait sur le point de démissionner. Et qu'apparemment... C'est juste Africa News qui a fait ce scoop de plaisir. Apparemment, ce ne serait pas une démission, mais une contrainte venant de quelque part de la majorité. Comment une contrainte? Oui, mais c'est-à-dire, tout ça, nous sommes dans les hypothèses. Et dans les hypothèses, c'est-à-dire que ce ne serait pas une démission motu proprio, mais une démission qu'on solliciterait pour que, éventuellement, ça prenne encore du temps dans la désignation de son successeur, ou éventuellement qu'on mette quelqu'un de plus engagé encore. Mais le tout, c'est quoi? C'est de mettre en place les structures et de nommer, de désigner les personnes qui vont nous amener dans un processus électoral crédible. Or, s'agissant des procédures, des processus électoraux crédibles, on voit tout de suite les éléments, le bouquet que nous prépare la majorité. Et lorsque cette majorité n'arrive pas à mettre l'argent à la disposition de la CENI, même pour l'organisation des élections des gouverneurs, 2 millions, un Premier ministre arrive à faire. Et c'est la question que je vous pose. Vous allez prendre la parole tout à l'heure. Honorable Jolino, est-ce les retards occasionnés par exemple, les choix dus à la société civile? Pourquoi vous imputez ça au gouvernement? Pourquoi ne pas presser cette société civile? J'ai dépassé cet aspect-là. Je dis qu'il appartient à la société civile d'aller vite, de faire en sorte qu'on puisse nous désigner quelqu'un qui puisse avoir les qualités qui sont affirmées. C'est ça, je l'ai dit. Mais maintenant, je dis pourquoi faire la CENI? Pour faire quoi? C'est pour crédibiliser davantage la CENI. Et je vous dis, je vous ai fait part du fait que, de mon point de vue, s'il y a démission du vice-président, certainement que ça pourrait cacher quelque chose. Mais c'est une hypothèse. Je n'invite pas tout le monde à suivre mes hypothèses. Deuxièmement, je dis la CENI, pourquoi faire? Pour aligner les élections crédibles. Et pour ça, je suis désolé, je le dis, et personne ne va me le contester, quand le gouvernement qui a à résoudre un des obstacles listés par la CENI, en l'occurrence le financement et le décaissement des fonds, n'arrive pas à le faire, commençant même par l'élection de Koya Diallo, qui n'a pas pu réaliser à l'Équateur, l'élection des nouveaux gouverneurs qui n'arrivent pas à organiser pour 2 millions,
Et je vous dis pas ce qu'il fait par ailleurs pour moderniser la résidence du Premier ministre, c'est que ça a coûté. Alors, quand vous avez une situation comme celle-là, c'est qu'il n'y a pas de volonté. Cette volonté-là n'existait pas. Le résultat, c'est que cette volonté, l'absence de cette volonté a pour finalité de créer les conditions pour que les élections ne puissent pas avoir lieu et que sans toucher à la Constitution, on arrive au glissement. Donc voilà, et en la matière, il y a des rapports. Nous avons des informations selon lesquelles la CENI elle-même a fait des propositions, des réaménagements des calendriers, au moins trois propositions, et c'est caché dans les tiroirs. Ah, c'est la presse qui l'a dévoilé. Non, non, non. Et la CENI elle-même a fait également un rapport destiné à l'Assemblée nationale. On n'arrive toujours pas à l'examiner. La CENI récemment a fait son dernier rapport et même nos amis de G7 l'ont confirmé et il n'y a toujours pas de démenti en la matière. Donc tout cela, c'est quoi? C'est qu'on on tient absolument à ce que la CENI ne soit pas en situation d'organiser les élections. Et ce ne sont pas les propos de Bahati prétendant que le gouvernement a mis à la disposition de la CENI de l'argent, propos démentis par la CENI qui exigent même un face-à-face et qui vont crédibiliser davantage le gouvernement dans son approche électorale. D'accord, Jolino. Je voudrais préciser, j'ai entendu autour de cette table des choses. Nous n'avons que ces pays-ci où tout le monde peut prétendre faire tout. Les docteurs peuvent prétendre devenir avocats. Des médecins peuvent prétendre défendre les gens. Donc, l'expertise électorale de M. Malou Malou n'est pas à remettre en cause autour de cette table. Cela est reconnu. Ce n'était pas facile d'organiser les élections. Non, ce n'était pas facile d'organiser les élections dans un climat aussi agité qui était celui de 2016. C'est monsieur 2006, avec le 1+4, avec un pays encore sur le plan sécuritaire fragile. Monsieur Malou Malou est arrivé à organiser les élections dont les résultats n'ont pas été contestés, en tout cas si ce n'est que par une infime partie de l'opposition. Donc les élections organisées par monsieur l'abbé Malou Malou ont été crédibles en 2006. Aujourd'hui, je ne peux pas comprendre qu'autour de cette table, qu'on puisse remettre en cause la compétence et la technicité avérée de M. Malou Malou. Ce n'est pas facile d'organiser les élections dans un pays aussi avec une classe politique aux esprits aussi surchauffés, surexcités. Donc il est très important. Et j'aimerais préciser que M. l'abbé Malou Malou n'a jamais été conseiller à la présidence de la République. Nous sommes autour de cette table, nous avons entendu l'opposition dire cela chaque matin, chaque soir, mais ils n'ont jamais exhibé un seul document. Votre leader était à l'Assemblée nationale, était membre et dirigeant même du parti qui est au pouvoir, le PPRD. Donc certainement, il doit avoir une copie de l'arrêté ou de l'ordonnance ou décret nommant M. Malou Malou conseiller du président de la République. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'UNC n'a jamais mis sur la table une ordonnance ou un décret montrant que M. Malou Malou a travaillé à la présidence de la République, a été nommé par le président de la République comme conseiller. C'est ce que j'appelle l'amalgame de l'opposition. Donc il est très important aujourd'hui. Maintenant qu'on a donné à cette société civile les pouvoirs de se choisir entre eux, de proposer les candidats à l'Assemblée nationale avant qu'ils soient reconnus officiellement par les chefs de l'État, vous acceptez, il vous charge que c'est vous qui organisez tout. Vous l'avez fait sciemment, sachant que la nébuleuse société civile ne sera pas en mesure de trouver un candidat avant le temps. Non, mais la société civile, la société civile est en train de se réunir, elle a avancé. Il y a les confessions religieuses qui ont déjà avancé. Déjà divisé. Il y a déjà deux tendances. Mais c'est tout à fait normal. Il faut faire la différence entre la société civile et un parti politique, par exemple, l'UNC, où il y a un chef qui décide de tout et partout, au même moment. Dans la société civile, avant d'arriver à désigner quelqu'un pour qu'il aille soit au gouvernement, pour qu'il aille soit dans une institution quelconque, il y a un débat qu'il faut observer. Je vous signale que lorsque nous avons quitté
le dialogue intercongolais en 2002 pour la mise en place des institutions, tous ceux qui ont représenté la société civile dans les institutions de la République étaient d'abord élus par vote, par bulletin secret, par leur père au sein de la société civile. Leur liste était envoyée au chef de l'État pour entérinement et pour investiture. Donc la société civile n'est pas à confondre avec des composantes comme parti politique où le chef décide seul. Voilà. Donc il faut laisser le temps à la société civile, compte tenu de la spécificité même de cette composante, d'arriver à proposer des candidats qu'il faut. Pour vous, c'est pas un problème quand bien même il y a par exemple ils ne peuvent pas travailler dans la hâte, tout simplement parce que l'opposition fait pression. Donc il faudrait laisser la société civile travailler. Ils sont en train d'avancer. Donc il faudrait leur donner toutes les chances pour qu'ils nous désignent un candidat qui réponde à un certain nombre de critères. Parce que dans la société civile, ce n'est pas un chef qui se réveille le matin, il décide que tel devient président de la CENI. Non. Donc M. Malou Malou a été élu déjà en 2006. Lorsqu'il a été élu, il y avait d'autres candidats. Je vous signale que nous avons fait 2 veillées pour arriver à désigner les membres qui devraient représenter la société civile au sein du gouvernement, au sein de la commission de suivi, au sein des institutions, même au sein du Parlement. Il fallait débattre des critériums, il fallait débattre du profil et arriver finalement à faire le vote. Donc cela n'est pas facile, donc il faut comprendre la spécificité de cette composante et lui donner le temps qu'il faut pour qu'elle arrive à nous produire un travail dont les résultats ne seront pas remis en cause. Un mot, mais j'aimerais vous poser cette question, Norbert Yamba Yamba. La CENI sans son président, avec ses scoops, ça court les rues, du vice-président qui aurait à démissionner, et même du secrétaire exécutif qu'on ne retrouve pas. Africa News a même dit qu'il serait en cavale. Pourquoi on ne sait pas. Est-ce que ça ne va pas retarder le processus? Ce n'est pas un blocage, même si vous ne voulez pas l'affirmer. Non, moi je voudrais encore une fois apaiser la discussion sur cette table pour dire qu'on est des responsables. Et même lorsqu'on est dans un parti politique, il y a toujours un président, c'est vrai. Mais de dire que le président est un potata et qu'il s'impose à tout le monde comme il veut, etc., c'est remettre en question non, c'est par rapport à la spécificité de la société civile. La dynamique de notre génération, et c'est insulter des cadres, n'est-ce pas? Nous connaissons des présidents qui sont présidents, dirigeants de leur parti depuis 30 ans, 25 ans. C'est une réalité. C'est une réalité. On t'a donné beaucoup de temps. C'est une réalité. Parler, quoi. Il faut donner la possibilité aux autres, en fait. Ça donne déjà l'image de discussion à l'intérieur de votre groupe. Et vous voulez transposer ça au travers d'autres groupes. Non, je m'excuse beaucoup, mais cette manière de discuter frise un peu l'image de la discussion dans votre groupe. Quand cela ne tienne, je voudrais l'apaiser également pour dire qu'il y a une différence entre une réalisation et un résultat. C'est vrai qu'on peut avoir un arsenal d'institutions, on gère cette institution, on a une réalisation, mais on n'a pas atteint le résultat. Le résultat, c'est la qualité qui est ressortie autour d'une dynamique qui a combiné un certain nombre d'opérations. Il me semble que les élections 2006, vous n'allez pas me dire que bon, il n'y a pas eu contestation, il y a eu contestation, mais les gens ont accepté véritablement de passer les choses de manière civilisée. En 2011, c'est pareil. Donc, il ne s'agit pas des aptitudes d'une personne, mais il s'agit aussi des pesanteurs sociologiques, de la diplomatie qui est intervenue, et les gens se disent, c'est une première expérience, acceptons et avançons. Mais on ne faut pas en faire profession pour qu'à chaque expérience, on arrive justement à une catastrophe. Je termine parce que on est pourchassé par les temps. Quand il parle de l'abbé Malou Malou, il n'y a pas un document, etc. Bon, écoutez, c'est pas ça, c'est une discussion de bas étage, mais au moins il y a un document. Le président de la République nomme, nous le savons tous que les décisions sont publiées à la télévision. Donc lorsque vous dites que M. Malou Malou était un ancien conseiller du président de la République, Mathieu, vous acceptez ça? C'est très grave, il faut amener un document officiel qui l'affirme. Lorsque vous le dites comme ça, tu étais de la société civile depuis que tu es dans la majorité. Je réalise finalement que tu as perdu toutes les qualités de discussion agissantes qui étaient la nôtre et qui restent. Je vois des réflexes parfois, tu te retrouves, mais bon, tu es embrigadé dans une dynamique et tu n'as pas la maîtrise. Donc je voudrais simplement dire que lorsque... Non, je voudrais simplement dire que Abbé Malou Malou a représenté comme conseiller du gouvernement
à Sun City et il y a un document qui est disponible et ça c'est pas Mais une vous le discussion. cachez, on ne le voit pas. On l'a vu et il est là. Il est où? Donc il faut On simplement... vous connaît champion des documents, il faut publier ça dans la presse. Ah, d'accord. Alors, on va conclure Publiez-nous parce ce que document. vraiment faute de temps. Répondez à ma question, c'est ma dernière question. J'ai l'impression, même si vous avez à cacher, ça stagne ou c'est bloqué. On n'avance pas. Il n'y a pas de bureau ou il y a le bureau qui ne peut pas engager la CENI. On attend le calendrier réaménagé, les problèmes de financement, ça stagne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rapidement, à chacun peut-être 30 secondes. Jolino Makelele. Oui, non sans avoir répondu d'abord à mon ami qu'il a cité l'UNC comme étant un parti où les chefs décident de tout et puis tout le monde se couche. Je vais vous dire, si vous avez cherché des exemples de cette manière-là, allez demander au G7. Ils vont vous dire pour quelles raisons ils sont sortis de la majorité présidentielle. Et ça vous aurait rassuré, G7, ce n'est pas UNC. En ce qui concerne Malou Malou, s'il vous plaît, vous savez, vous êtes un politique. Il vous est pas arrivé d'entendre que Malou Malou s'est trouvé à Addis Abeba, à Nairobi ou quelque part dans les négociations? Vous n'avez pas entendu ça? Mais cela veut dire quoi? S'il vous plaît. Ça veut dire Et c'est pas ça le débat. On conclut. Ça veut dire éviter les débats conclut. personnalisés. Non, Donc, non, on est là pour les débats C'est pour d'idées. dire qu'il a été mandaté. Alors, s'il vous plaît, revenons maintenant. Il ne faut pas une ordonnance particulière. On n'a plus de temps. Hein. Pour le reste, Mais moi si. je dis nous faut un calendrier réaménagé. Et les calendriers réaménagés, la CENI a produit déjà plus de 3 calendriers réaménagés. Vous cachez ça. Il nous Vous faut un cachez calendrier ça, réaménagé. et Jolino ça, Makelele. quand- S'il vous quand plaît, on a Jolino. fait ça, S'il il vous faut plaît, le Jolino sortir. Makelele. C'est avec ces mots-là on va terminer cette émission. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'UNC. Merci à vous, Norbert Yamba Yamba, acteur politique proche de l'UDPS. Jean